It is time for the rest of the world, including my home country, to follow your lead. Tim Cook à Bruxelles, en défenseur des données et de la vie privée, c'était ce matin, quelques heures après une nouvelle escale à Paris. Alors que faisait le PDG d'Apple dans l'hémicycle du Parlement européen ? Qu'a-t-on appris de ces 22 minutes de discours ? Et comment a-t-il réussi à placer l'iPhone XR dans son plaidoyer pour le respect des libertés individuelles ? C'est l'un des deux gros sujets de ce soir, avec bien sûr la keynote de mardi prochain, lieu inhabituel, Brooklyn, New York, et donc horaire inhabituel, 16h heure française. On sera au rendez-vous dès 15h30 avec un iWeek spécial que nous réserve Tim Cook justement dans un peu moins de 6 jours. On va vous dire tout ce qu'on sait dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est en direct effectivement ce mercredi soir, il est 20h très précise. Vous êtes sur Watch, bienvenue à tous. On va passer une heure ensemble pour décortiquer ensemble l'actu de l'écosystème Apple. Et il s'est passé pas mal de choses ces dernières heures. Vous l'avez vu, Tim Cook en Europe, c'est un peu l'événement de ce début de semaine avant la keynote de la semaine prochaine. On est donc entre deux et on va à la fois revenir sur les événements de ces dernières heures et puis commencer à évoquer ce qui va se passer mardi prochain du côté de New York. Je vous salue, vous qui êtes avec nous déjà en studio. Salut Fred. Salut Benjamin. Écoute, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver ce soir. Et comme tu le soulignes, avec l'écosystème Apple, on s'ennuie jamais. C'est ça qui est bien. Absolument, il se passe toujours quelque chose. On va évidemment en reparler tous ensemble. Avec nous également en duplex, une sélection de nos amis habituels, plus ou moins habituels d'ailleurs désormais. Je vais commencer par saluer Audrey Coulot. Salut Audrey. Salut Benjamin, salut à tous. Ravi de te retrouver pour ce 9e numéro de la saison 6 d'iWeek. On va parler avec toi de tout ce qui s'est passé et puis tout à l'heure tu auras un petit amazing tip, un truc et astuce pour nous. Oui, on va parler des remplacements de texte sur iPhone, iPad et sur Mac pour taper plus vite, pour écrire plus vite. Eh ben, on va suivre ça avec grand intérêt comme d'habitude. Et puis à tes côtés, un chevalier servant qui n'est plus là très souvent, mais je suis très content de t'avoir à nouveau avec nous, mon cher Teddy. Salut, comment ça va ? Salut Benjamin, salut tout le monde, ça va très très bien, je suis content d'être avec vous, c'est vrai que je me fais un petit peu rare, mais bon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en tout cas. Bon, t'as gardé ton sweatshirt, ça me fait plaisir. Tout à fait, exactement. Ils sont pas trop la naphtaline ou le camp ? Non, pas de souci, je m'en sers régulièrement. Bon, super. Et puis alors, elle sera avec nous dans quelques minutes, à moins qu'elle soit déjà là, mais je ne suis pas sûr. Nous avons une invitée ce soir dans iWeek. Elle est là, donc on va lui dire bonjour tout de suite. Bonjour Judith. Bonsoir. Alors, je vous garde au chaud 5 minutes parce que on va revenir d'abord sur ce qui s'est passé à Bruxelles ce matin, mais vous avez rencontré Tim Cook à Paris il y a quelques heures, hein. C'était hier ? Oui. Oui ? Je vous entends vraiment pas très bien. Oui. D'accord. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous laisser juste régler les petits soucis techniques et on revient vers vous dans 5-10 minutes pour parler de ce moment que vous avez passé avec Tim Cook. Et merci vraiment beaucoup d'être avec nous ce soir dans iWeek. Je vous le disais donc, Tim Cook en Europe, c'est l'événement de ce milieu de semaine. D'abord à Paris, on va y revenir dans quelques instants. Mais ce matin, donc à Bruxelles, pour un rendez-vous très important, Tim Cook était l'invité de la 40e conférence internationale sur la protection des données, invité pour une keynote qui était programmée à 10h05 ce matin dans l'hémicycle du Parlement européen. Alors, on ne va pas vous diffuser les 22 minutes de son discours. On a sorti les 6 minutes qu'il ne fallait pas rater ce matin, Tim Cook, donc à Bruxelles. Good morning. It is an honor to be here with you today in this grand hall.
a room that represents what is possible when people of different backgrounds, histories, and philosophies come together to build something bigger than themselves. Giovanni, his predecessor, Peter Hustings, and all of you have set an example for the world. We are deeply grateful. At Apple, we are optimistic about technology's awesome potential for good. But we know that it won't happen on its own. Every day, we work to infuse the devices we make with the humanity that makes us. We at Apple believe that privacy is a fundamental human right. But we also recognize that not everyone sees it that way. Fortunately, this year, you've shown the world that good policy and political will can come together to protect the rights of everyone. We should celebrate the transformative work of the European institutions tasked with the successful implementation of the GDPR. It is time for the rest of the world, including my home country, to follow your lead. We at Apple are in full support of a comprehensive federal privacy law in the United States. Thank you. It's time to face facts. We will never achieve technology's true potential without the full faith and confidence of the people who use it. At Apple, respect for privacy and a healthy suspicion of authority have always been in our bloodstream. Our first computers were built by misfits, tinkers, and rebels, not in a laboratory or a boardroom, but in a suburban garage. We introduced the Macintosh with a famous TV ad channeling George Orwell's 1984, a warning of what can happen when technology becomes a tool of power and loses touch with humanity. And way back in 2010, Steve Jobs said in no uncertain terms, privacy means people know what they're signing up for in plain language and repeatedly. It's worth remembering the foresight and the courage it took to make that statement. When we designed this device, we knew it could put more personal data in your pocket than most of us keep in our homes. And there was enormous pressure on Steve and Apple to bend our values and to freely share the information. But we refused to compromise. In fact, we've only deepened our commitment in the decades since. From hardware breakthroughs that encrypt fingerprints and faces securely and only on your device, to simple and powerful notifications that make clear to every user precisely what they're sharing and when they're sharing it. We aren't absolutists, and we don't claim to have all the answers. Instead, we always try to return to that simple question. What kind of world do we want to live in? For artificial intelligence to be truly smart, it must respect human values, including privacy. If we get this wrong, the dangers are profound. Fortunately, we have your example before us.
Thank you for your work, for your commitment to the possibility of human-centered technology, and for your firm belief that our best days are still ahead of us. Thank you very much. Voilà, c'était Tim Cook, donc ce matin, entre 10h et 10h30 à Bruxelles. Fred, première impression sur l'événement en lui-même, qu'est-ce que ça t'inspire ? Très impressionnant, c'est un discours riche d'enseignements, au-delà de la portée, je dirais, philosophique du discours, riche d'enseignements. Je crois qu'ici, il y a une phrase qu'il faut retenir de son discours et elle est très parlante. Dans quel monde voulons-nous vivre ? Il l'a répété 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois. Et il pointe une chose essentielle, c'est qu'il y a des bonnes choses qui peuvent partir d'Europe. Le GDPR, qui se veut le garant et le protecteur de la vie privée des gens. Le GDPR, c'est en anglais. C'est en anglais, ouais. RGPD. RGPD. C'est un peu le problème de travailler dans un environnement multiculturel. Tu as tendance à tout vulgariser en anglais. Et aussi, surtout, il a magnifiquement expliqué les choses. Ouais. Pourquoi il est critique de protéger les données privées, ce qu'on appelle en termes techniques les métadatas, comment elles sont collectées et comment elles peuvent être utilisées par des algorithmes pour justement peut-être influencer certaines choses. Bon, on a senti il n'a jamais cité Facebook pendant ces 22 minutes, mais on a senti que Facebook était en filigrane très souvent dans son discours. Je me tourne vers vous, les amis qui êtes en duplex. Teddy, est-ce que tu as, enfin là tu viens d'entendre les extraits qu'on a retenus, mais qu'est-ce que ça te laisse comme impression, d'abord cette venue de Tim Cook à Bruxelles et puis la solennité de ce discours? Après, il a dit à un moment donné que la vie privée était un droit fondamental qui est dans l'ADN d'Apple, et c'est vrai que à la différence des autres GAFA comme Google, Facebook ou Amazon, Apple n'a pas besoin des données personnelles de ses utilisateurs pour exister, donc forcément lui il était un petit peu en terrain conquis. Et après c'est vrai que je pense que c'est pas anodin non plus qu'il ait tenu ce discours à Bruxelles, puisque je parlais un instant donc du RGPD, et à l'issue de ce discours on sent bien qu'il est clairement favorable à ce que ce modèle-là soit transposé aux États-Unis, quoi. Ah oui, il l'a même très, très clairement dit. Il a d'ailleurs été ça a été un des moments où il a été applaudi d'ailleurs. Vivement par la salle. Ouais, assez vivement par la salle. En même temps, il a pas du tout eu un accueil triomphal. Il n'y a pas eu de standing ovation. Voilà, c'était l'un des invités de cette journée. Il y avait quand même des grands noms. Il y avait le roi Felipe d'Espagne qui était là en début d'après-midi. C'était comme très institutionnel comme rendez-vous. On n'est pas dans une keynote où il y a quelque chose à vendre. Là, on est plus dans l'institutionnel, où il faut faire passer un message politique. Ouais, avec des délégués de 76 pays, je crois, qui étaient réunis dans la salle. En revanche, c'était un moment, effectivement, on le sentait, qui comptait beaucoup pour Tim Cook, et qui va sans doute faire pas mal je pense, pour l'image que donne Apple. Tout à fait. Dans ce domaine de la protection des données, puisque, mine de rien, Tim Cook a pris un certain nombre d'engagements à vie, en disant Apple ne fera jamais ça. Donc c'est un discours qu'on pourra éventuellement ressortir le jour où peut-être il y aura un petit bug. Audrey, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention de Tim Cook ce matin? Moi, j'apprécie surtout le fait qu'il ait dit que les utilisateurs devaient garder le droit de ce qu'ils veulent partager et quand ils veulent le partager. Ça, c'était intéressant. Et après, bien sûr, au niveau, c'était assez solennel, puisqu'en même temps, là, c'est un chef d'entreprise qui se retrouve au niveau il est au niveau de l'Europe, donc on est en train de mélanger politique et entreprise. Et donc, voilà, je pense qu'il devait aussi être important pour lui d'être solennel et c'est un sujet vraiment très sérieux, notamment en Europe. Ouais. Bon, en tout cas, on va le suivre. Alors, je ne sais pas, si l'un de vous, sur Twitter, je ne vous ai pas salué, excusez-moi, mais dans la précipitation, on a tellement de choses à vous dire ce soir que je ne vous ai pas salué, c'est pas bien. Bonsoir à tous, aussi à vous qui êtes devant votre écran avec nous en direct ce mercredi soir.
Le hashtag iWeekTV n'a pas changé. Vous êtes au rendez-vous. Marc Monticelli, salut à toute l'équipe. Jérôme est là. Frédéric Cavaillé aussi. Stéphane Hightech, Shinji, GGTer, Walter, vous êtes au rendez-vous. On va y revenir dans un instant. Dites-nous ce que vous avez pensé aussi de cette intervention de Tim Cook. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Et puis, vous le savez, Tim Cook, donc, qui était en Europe encore jusqu'à ce matin. Je ne sais pas s'il est parti. Si l'un de vous a l'info, je ne sais pas. À mon avis, il est sans doute déjà dans l'avion du retour pour Cupertino, sachant que dans 6 jours, il y a un événement important pour Apple qui a lieu à New York, donc il est déjà reparti en Californie, probablement pour revenir côte est dans moins d'une semaine. Probablement. Si vous avez une autre info, on est preneur sur Twitter. Et puis donc, vous le savez, Tim Cook a commencé son mini tour d'Europe. Il a d'abord été à Berlin, il est passé par Paris, et il a posté 3 tweets, dont ce tweet qui nous vaut le plaisir d'accueillir dans iWeek Judith De Paul. Rebonsoir Judith. Bonsoir. Donc vous êtes la directrice de l'atelier des artistes en exil. Et alors je sais pas comment il faut le dire, vous avez eu l'honneur ou la chance de rencontrer, d'accueillir Tim Cook. D'abord, expliquez-nous comment s'est passée cette rencontre et est-ce que c'était sa volonté à lui de vous rencontrer, de voir ce que vous faites? J'imagine que oui. Nous, on a été pas mis directement en relation. On est en relation avec quelqu'un qui travaillait à la préparation de son voyage en France. Ouais. Et qui a trouvé que c'était peut-être un lieu, l'atelier des artistes en exil, qui pouvait être intéressant pour lui. Et donc, il lui a proposé de venir faire une visite. Ouais. Et Tim Cook s'est montré intéressé. Et donc, il est venu passer 1 heure à rencontrer des artistes qui sont ici à l'atelier. Alors, ce tweet, on va le voir. Hein, il rencontre une artiste, donc... vous pouvez nous présenter cette artiste? Une artiste syrienne, ouais, qui s'appelle Lina Aljijakli. Ouais. Qui est donc syrienne, qui est arrivée en France il y a déjà 7 ans et qui, à cause de ce qui s'est passé en Syrie, n'a pas pu retourner dans son pays. Elle n'était pas venue ici pour rester à jamais, mais il s'est trouvé qu'elle avait une bourse pour venir travailler, finir ses études en France et qu'elle a été en incapacité de retourner dans son pays. Ouais. Et donc voilà, elle travaille à l'atelier, elle s'est remise à peindre grâce à l'atelier et elle a rencontré Tim Cook notamment parce qu'elle utilise l'iPad Touch pour transcrire sa peinture de façon digitale. Ouais. Dites-nous en un mot ce qu'est l'atelier des artistes en exil, Judith, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, l'Atelier des artistes en exil, c'est une association qui a pour vocation d'aider les artistes qui ont choisi ou été contraints de quitter leur pays et qui viennent ici à la fois pour trouver un lieu de travail, puisqu'on a 1000 mètres carrés à Marquette des Poissonniers à Paris, et également un accompagnement artistique pour leur reconstruction et leur reprofessionnalisation et un accompagnement également juridico-administratif pour tout ce qui est histoire de papier, de régularisation. Ouais. Donc cette rencontre, elle a eu lieu quand? Hier? Elle a eu lieu lundi. Lundi, d'accord. Et à sa sortie de l'avion. À sa sortie de l'avion. Vous avez été son premier rendez-vous? Exactement. Ouais. Et comment vous avez réagi quand pour la première fois la perspective de cette rencontre est arrivée à vos oreilles? Comment ça s'est passé concrètement? On a eu du mal à y croire, comme n'importe qui à qui on proposerait une visite de ce style-là. Donc on s'est dit que c'était vraiment incroyable. Ouais. Et on a construit un programme pour que ça corresponde à ses attentes, c'est-à-dire des artistes qui travaillaient avec des produits Apple. Alors concrètement, il est resté combien de temps Il est resté 1 heure, ouais. Il est arrivé, on lui a d'abord présenté l'atelier, puis ensuite il a rencontré donc Lina. Ah, alors... en premier. Oula, alors... Avec le temps à la fois de lui raconter son histoire et de lui présenter son travail, puis il allait rencontrer 3 autres artistes. On rate le moment le plus intéressant. L'atelier, je suis désolée.
Et donc, il a fait ensuite un tour de l'atelier, il a visité quelques autres ateliers, rencontré quelques autres artistes et il est reparti. Quelle impression est-ce qu'il vous a fait, humainement parlant? Parce qu'au-delà du patron d'Apple, je pense que c'était un moment d'échange profondément sincère qu'il a voulu avoir avec les artistes et avec vous. Oui, je pense que c'était profondément sincère, qu'il avait un réel intérêt pour l'histoire de ces artistes, de savoir qu'est-ce qui les avait poussés à quitter leur pays et surtout aussi de comprendre en quoi ce qu'ils avaient vécu se reflétait dans leurs œuvres. Et voilà, il a trouvé qu'en général, les œuvres étaient très puissantes. Il a répété à plusieurs reprises « It's very powerful ». Et voilà, je crois qu'il a été très touché par cet échange. Il a vraiment pris le temps de parler tranquillement et très simplement avec les artistes. Ouais, je crois reconnaître dans la main de cet artiste, sur la photo, l'iPad Pro, le grand modèle, il me semble. Hein, voilà, ouais. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit en partant ? Qu'est-ce qu'il nous a dit en partant? Il nous a dit de nouveau qu'il était très touché par cet échange et qu'il trouvait ça il trouvait que c'était une belle expérience et qu'il espérait que l'association allait continuer à durer longtemps. Ouais. Comme ça, avec 48 heures de recul, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un petit peu reçu quasiment un chef d'État dans vos locaux ou au contraire quelqu'un de très simple? Je dirais les deux à la fois parce que évidemment c'est une visite qui se prépare et qui n'est pas simple à organiser, mais en même temps c'est vraiment passé de façon extrêmement simple avec un contact extrêmement simple et sincère, sans cérémonie. Écoutez, merci beaucoup Judith d'avoir merci à vous. Été notre invitée comme ça un petit peu furtivement dans iWeek, mais je peux me permettre juste de faire une dernière annonce. Bien sûr, profitez-en. Si les personnes qui regardent l'émission sont intéressées pour découvrir le travail des artistes que nous accompagnons, nous organisons un festival qui s'appelle Vision d'Exil et qui commence le 2 novembre au musée de l'immigration au Palais de la Porte Dorée et on sera tous heureux de vous y retrouver. Tous les événements sont gratuits, vous pouvez regarder sur notre site c'est www.aa-e.org. Voilà, le site est mentionné d'ailleurs dans le bandeau avec votre nom, donc ceux qui regardent l'émission l'ont déjà vu et pourront y aller facilement. Merci beaucoup. Et puis comme l'émission est dispo en replay, en podcast, n'oubliez pas de nous relayer aussi. Ça permettra de vous faire encore davantage connaître. Merci beaucoup Judith de votre participation. Merci à vous. Et à très bientôt sur Watch. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Je me tourne à nouveau vers nos amis. Teddy, c'est toujours sympa d'avoir ces témoignages de gens qui vivent comme ça un moment un petit peu exceptionnel. Ah là oui, parce que je me mets à sa place, j'imagine l'énorme surprise quand on lui a annoncé qu'elle aurait l'occasion de rencontrer Tim Cook, parce que c'est quand même quelque chose d'assez improbable au départ. Et j'en profite aussi pour saluer le travail de cet atelier des artistes en exil, parce qu'étant moi-même responsable d'association caritative, je trouve que c'est très honorable ce qu'ils font. Et je trouve que ça très bien du coup que Tim Cook ait rendu visite à une structure de ce genre. Carrément. Est-ce qu'il faut, je vais poser la question qui fâche. Est-ce qu'il faut y voir une volonté de com en s'intéressant à des assos particulières, ou est-ce que intrinsèquement ça vient de lui? Est-ce qu'on le sait d'ailleurs? Parce que je suis incapable de le dire. Je pense qu'à chacun de ces passages, que ce soit en Europe ou ailleurs, mais dans ces déplacements officiels, rien n'est dû au hasard. Dans les déplacements de Tim Cook, on voit aussi d'ailleurs avec les startups qu'il va visiter, elles sont soigneusement choisies parce que, par exemple, là, Foodvisor, c'est une startup qui est basée sur l'intelligence artificielle. On le voit là. Voilà. En Allemagne, on a visité 2 autres qui font donc des applications basées sur la réalité augmentée. Donc, je veux dire, je ne crois pas que ça soit dû au hasard. J'ai du mal à le croire. Et il accompagne tout simplement un petit peu la philosophie actuelle d'Apple, c'est-à-dire que le Mac, l'iPad est au centre de la créativité et de l'individu. Alors, on va évidemment y revenir parce que on se doute que la keynote de mardi prochain sera extrêmement tournée vers le monde de la création. On va en reparler et ça nous amène à la 3e photo et au 3e tweet posté par Tim Cook à Paris.
rencontre entre deux géants, on peut dire. Hein, d'un côté, le patron d'Apple, de l'autre, Claude Lelouch. Alors, Lelouch qui est en train de tourner ou a fini de tourner la suite ou la nouvelle version de je crois que c'est un projet d'un homme et une femme. C'est un projet qui est en cours. Je crois qu'il a commencé à le tourner, il me semble. Hein. À ma connaissance, il a eu l'aval de Belmondo et de Richard, mais je crois pas que ça a encore commencé le tournage. Attends, moi je parle d'un homme et une femme. Hein. Ah oui, tout à fait. Ah oui, pardon. Ah, oui. Non, je confonds avec un autre projet. Deauville, voilà. Il faut bien que je fasse une gaffe par émission quand même. Alors, est-ce qu'on peut revoir cette photo en plein écran? Parce que ce film a la particularité d'être tourné intégralement à l'iPhone. Alors un iPhone un petit peu boosté. Oui, quand même. Avec oui, un peu. Oui. J'ai zoomé la photo pour essayer de comprendre comment c'était organisé. C'est pas évident. Je crois que je reposterai la photo dans Broadcast Time pour que des amis plus compétents que moi m'aident à comprendre le truc. Mais évidemment, Lelouch qui fait un film de cinéma à l'iPhone, c'était une occasion en or pour Tim Cook de le rencontrer. Et Lelouch a dit que depuis le début de sa carrière, il n'avait jamais eu autant de plaisir à tourner que depuis qu'il avait commencé à filmer avec un iPhone, ce qui est quand même assez étonnant de la part d'un réalisateur de cinéma. Mais bon... Tu sais que je filme avec l'iPhone, donc je ne vais pas pouvoir le contredire. Oui, bien sûr. Non, mais on peut filmer avec l'iPhone, mais c'est quand même assez étonnant. C'est quand même assez étonnant. Et c'est du petit lait pour Tim Cook, évidemment. C'est clair. Le film s'appellera La vertu des impondérables. Donc, quand il sortira au cinéma, on pourra aller voir ce que ça donne, du coup. D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est bien une suite d'un homme et une femme ou pas du tout? Alors là, je ne sais pas du tout. Je sais juste que le titre, c'est La vertu des impondérables. Mais par contre, j'ai aucune idée de si c'est la suite ou pas. Parce que il y a deux versions entre Fred et moi. Donc, Non, moi j'ai fait un amalgame avec un autre projet. Ah, d'accord. Dont j'ai eu connaissance récemment et d'accord. Il a un petit peu mélangé les choses dans ma tête. Bon, voilà. En tout cas, ce sera le prochain Lelouch et il sera tourné à l'iPhone. L'occasion était trop belle pour Tim Cook et je trouve que c'est assez chouette de voir Lelouch qui est quand même la génération de nos parents, Lelouch a toujours voire de nos grands-parents presque maintenant, avec Tim Cook qui est un symbole de modernité quand même. Il a toujours été très moderne, Lelouch. Souviens-toi, quand il a filmé avec sa voiture sa traversée de Paris. C'est vrai. C'était l'un des premiers à faire un plan séquence totalement barré un dimanche matin à 6h. Si je ne me trompe pas, je crois que Lelouch a également utilisé son iPhone lors des cérémonies des obsèques de Johnny Hallyday. Absolument. Et d'ailleurs, il n'a pas eu de problème pour faire des travelling. Ce qu'on appelle un travelling, c'est un mouvement qui va de gauche à droite ou de droite à gauche, avec généralement posé sur un rail. Mais grâce à la stabilisation de l'iPhone, il a été capable justement de recréer ce travelling. Et avec l'iPhone, sa stabilisation, son double stabilisateur, ça fait mouche. Voilà. En tout cas, le stabilisateur qu'on a vu en photo il y a quelques un peu instants, puissant, quand même. Jérôme alias Derdermotus nous dit sur Twitter, le stabilisateur de Claude Lelouch est archi complet. C'est vrai que je pense qu'il lui manque pas grand-chose. Il doit peser quand même 1 tonne. On dirait un transformer. C'est ça. On se dit qu'un iPhone c'est léger, mais quand on met tout ça dessus, il faut. Là, honnêtement, un seul bras, il est costaud. Hein. Bah ouais, mais je peux l'opérateur quand même. C'est ça. Ouais. Parce que c'est pas lui qui va le tenir. Enfin bon, on a hâte de voir ce que ça va donner et c'est pas la première fois que Tim Cook fait ses haltes à Paris. Hein. Je me souviens il y a pas longtemps, il y a une grosse année. Ouais. Il était déjà venu à Paris. Il a visité la presse. Absolument, on l'avait croisé et il avait déjà fait plusieurs stops. Oui. Il avait été voir une des plus jeunes développeuses sur iOS à l'époque. Absolument, et aussi JR, le photographe. Le photographe, oui. Qui a fait ce film mémorable avec Agnès Varda depuis. Voilà pour Tim Cook, qui va maintenant avoir d'autres sujets en tête, puisque mardi prochain, Business is Keynote. business. Alors, Keynote, special event en tout cas. Ouais. Ça m'a fait penser, quand j'ai vu l'invitation, à l'événement iPad qui avait été organisé à Chicago. Mais je pense qu'il va être très différent celui-là. Regardez cette invitation. Alors, there's more in the making. J'irai des donuts. Non, peut-être pas. On peut traduire ça par
il y a plus à faire. Ouais, c'est ça, il y a plus à faire. Donc, on va clairement être dans le monde de la création et il suffit de regarder les différentes versions de la pomme qui arrivent de manière un peu aléatoire sur le site quand on va sur la page de cette keynote pour bien comprendre qu'on est vraiment dans le monde de la création numérique et que ce qui va être présenté va permettre de faire des choses folles sans doute d'un point de vue graphique. Là, il n'y a pas de vidéo, mais la vidéo elle est peut-être pas loin non plus. Donc c'est mardi prochain, le 30 octobre. New York. Depuis New York. On avait dit que ce serait un mardi. Souvenez-vous. Je crois que c'était Élie. C'est Élie qui nous avait indiqué que ce serait un mardi. Et on avait invalidé le 23 octobre. Donc quelque part, on avait deviné la date de la keynote avant qu'elle ait lieu. Donc effectivement, mardi 30 octobre. Et alors, c'est pas du tout à Cupertino. Non. Et le lieu est étonnant. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi Apple donne rendez-vous à Brooklyn? Donc Brooklyn, c'est un des quartiers de New York. Mais, sauf erreur de ma part, je crois que Brooklyn a vraiment le vent en poupe en ce moment. C'est un des quartiers très émergents de New York. Un centre de créativité où beaucoup d'artistes se retrouvent. C'est devenu tellement cher d'habiter entre guillemets dans Manhattan que beaucoup de la jeune génération, je dirais, qui est un petit peu en vogue à l'heure actuelle à New York, se retrouve du côté de Brooklyn. Tu penses que c'est Brooklyn parce que c'est le quartier des artistes? C'est ça. C'est le nouveau quartier des artistes. Oui, tout à fait. Ouais, c'est mon sentiment comme ça, boîte de fonderie. Il y avait Soho il y a 30 ans et maintenant c'est Brooklyn. On parle de Brooklyn, tout à fait. Ouais. Teddy, tu connais un peu le coin? Pas du tout, mais j'ai effectivement toujours ce que j'ai entendu dire, c'est que Brooklyn était le quartier des artistes, donc je rejoins Fred là-dessus, quoi. Et ça aura un lien du coup avec la créativité dont on parlait et dont il sera sans doute question dans cette keynote, quoi. Ouais. Tu connais New York, Audrey? Non, malheureusement, pas encore. Mais ouais. Globalement, je crois que ça a toujours été, même au temps de Andy Warhol, ou alors je dis vraiment des grosses bêtises, mais il me semble que New York, ça a toujours été quand même un lieu où il y avait beaucoup d'artistes et beaucoup de créativité, même au niveau musical aussi. Il y a quand même des musiques qui ont émergé de là-bas, donc non, c'est un lieu bien choisi. Je pense que les New-Yorkais vont être contents. Bon, est-ce que c'est la keynote iPad et Mac dont on parle depuis, nous, plusieurs mois, à votre avis? Il y a des chances, Benjamin, il y a des chances. Oui. J'espère, parce que sinon on va commencer à s'inquiéter. Il y a quand même des faisceaux et des indices qui commencent à converger vers cette keynote dédiée à l'iPad et au Mac. Notamment ce visuel qui n'est pas un visuel officiel, mais qui est un rendu de ce à quoi pourraient ressembler les nouveaux iPad Pro. Décliné en deux versions. Ouais. 2 versions, toujours le grand et puis le grand, puis un plus petit, je crois 11 pouces de mémoire. Ouais. Très bord à bord quasiment, enfin il reste plus grand chose et notamment le bouton Home disparaît si ça se confirme. On est au conditionnel évidemment, mais sur ces images effectivement on voit que on est sur un design finalement assez proche de l'iPhone 10. Audrey, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que j'espère vraiment qu'il y aura, que ça va parler d'iPad bien sûr, mais surtout de Mac. Et au niveau de la créativité, il faut quand même se rappeler qu'il y a 20 ans ou 30 ans, le Mac était l'outil des créatifs. D'ailleurs, Adobe est venu sur le marché. Encore assez, mais c'est vrai que j'espère qu'Apple va remettre le Mac au cœur de l'utilisation des créatifs, en complément bien sûr. L'iPad en complément, mais j'espère vraiment que ça va redevenir un outil de création. J'ai l'impression que c'est l'idée de cet événement de mardi prochain. Vraiment, je pense que les visuels, c'est assez rare qu'Apple travestisse son logo quand même. Oui. Si on peut revoir ces images tirées du site web, alors celui-là est encore assez orthodoxe, mais si on les fait défiler, il y en a qui sont vraiment... un peu space. Il y en a plus de 300 apparemment. Dans un autre contexte, Apple pourrait faire un procès pour des images détournées comme ça. Alors celui-là encore, ça va. Mais il y en a qui sont vraiment... Celui-là est pas mal dans le genre. Ah, ça, c'est l'invitation officielle. C'est celui qui est sur l'invitation, mais après, il y a les déclinaisons qui sont sur le site. Et là, on s'éloigne vachement de là. Bon, là, le tube, il est un peu coulé un peu partout.
crois qu'il y en a un encore plus délirant dans la liste. Mais c'est pas grave, on le verra peut-être tout à l'heure. Ça donne une belle image de la créativité. En fait, ton imaginaire peut partir dans tous les sens et c'est jamais péjoratif, quoi. Absolument. Alors ça me fait penser à Adobe Max, qui vient d'avoir lieu à Los Angeles. À Max, on voit des dizaines de déclinaisons du logo Max, justement, qui est quelque part livré en pâture aux artistes qui s'en emparent et qui le transforment, le digèrent quelque part et en font quelque chose d'un peu différent, mais qui a toujours le lien de parenté avec le logo original. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, bon, de quoi est-ce qu'il va être question mardi prochain? Deux grands axes. Deux grands axes. L'iPad et puis les Mac. Moi, ça veut dire que c'est la keynote dont je rêve depuis longtemps, parce que... Alors, il va sans doute se passer, grosso modo, deux belles choses. La première, un iPad Pro qui va être totalement encore plus boosté, encore plus transformé. Et au niveau des portables, entre guillemets, qu'on pourrait appeler d'entrée de gamme, il va y avoir un rafraîchissement de la gamme. Et il y a des chances qu'on dise au revoir au MacBook Air, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Ah, le MacBook Air, il est là. Il est là. Je crois qu'on va lui dire au revoir. Et, moi, c'est un peu mon chouchou depuis 2011, c'est ça le MacBook Air? 2011, ouais. 2011, hein. Souviens-toi de cette belle enveloppe toute petite avec le petit ruban où Steve Jobs a sorti son fameux MacBook Air. Et on salue, on profite de cette clin d'œil pour saluer François, donc c'est l'anniversaire ce soir. Bon anniversaire François. Très joyeux anniversaire François. Et on se souvient, bon anniversaire François. Exactement, on se souvient de cette high story que François nous avait fait justement sur le MacBook Air où on revoyait la séquence où Steve Jobs le sortait de l'enveloppe Craft, la fameuse enveloppe Craft. En grosso modo, on va vers un MacBook beaucoup plus fin qui reprend un petit peu l'histoire et tout ce qui a été apporté par le MacBook Air, avec une architecture beaucoup plus puissante. Il se murmure des quads, c'est-à-dire des microprocesseurs à 4 cœurs. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est du sur le MacBook, c'est du dual-core. C'est du dual-core, tout à fait, Donc déjà, un gain de performance. Et on attend beaucoup, en fait, d'un MacBook beaucoup plus fin, beaucoup plus épuré et beaucoup plus accessible que ce que peut être les MacBook Pro. Le problème du MacBook, quand même, c'est que je l'ai toujours visualisé comme un Mac portable d'entrée de gamme, mais justement trop entrée de gamme. Tu fais un peu que je préférais presque acheter un MacBook Air malgré sa vétusté. Tout à fait. Plutôt que de prendre un MacBook sur lequel il n'y a pas de Thunderbolt 3, sur lequel il manque la puissance minimum, quoi. Je t'en prie, Audrey. Moi, j'espère qu'ils vont justement prendre le meilleur du MacBook actuel, donc l'écran Retina, et le meilleur du MacBook Air. En fait, ça serait vraiment bien qu'ils fusionnent ces deux MacBooks en un seul, quoi. C'est dont il est question, effectivement. Et j'avoue que j'ai jamais été fan du design du MacBook, du MacBook actuel. Je veux dire, j'arrive pas. J'arrive pas à adhérer. Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'adore pas non plus. Non plus. Moi, je le trouve au contraire. C'est quand même le Mac le plus léger qui ait jamais existé. Non, le MacBook actuel, ce qui freine clairement, c'est sa puissance, son manque de puissance. Et puis son port unique USB-C. Au niveau du design, si quand même, il est classe. Hein. Oui, les couleurs, oui, absolument. C'est le MacBook actuel? Oui, il est décliné en... Non, moi, c'est une machine qui m'a jamais fait rêver, personnellement. Non, surtout à ce niveau de prix-là. Oui, mais tu l'as très bien souligné. Ce qui est intéressant avec le MacBook Air, si tu veux booster son architecture, tu peux y aller. Moi, j'avais pris un MacBook Air il y a encore 2-3 ans, où j'avais mis un Core i7 avec un maximum de RAM, et je peux t'assurer qu'il avait la même prestance qu'une bonne bécane de bureau. C'est vrai qu'on n'a pas ça sur le MacBook à l'heure actuelle. Et puis, moi, je me souviens, j'ai eu un MacBook Air longtemps, je me souviens d'une autonomie incroyable. Tout à fait. Il tenait 10 heures sans problème, c'était invraisemblable. Oui. Le ventilateur ne se mettait jamais en marche, d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas de ventilateur. Non, il n'avait pas de toute façon. Il n'y avait pas de ventilateur. Dites-nous sur Twitter ce que vous attendez le plus de cette keynote de mardi prochain. Il y a déjà pas mal de messages qui défilent. Stéphane Hightech nous pose la question d'un nouveau Mac Mini. Oui, parce que tu t'es embrayé sur le MacBook, mais pour moi, la priorité c'est le Mac Mini 2014. C'est le Mac Mini.
2014. Ouais, 2014, c'est ça. Un petit peu vieux là, quoi. Il faut oser le vendre encore. Hein. Il faut oser le vendre, et je pense que les personnes qui en ont encore, si tu l'ouvres, tu dois trouver des toiles d'araignée ou ce genre de choses. Quelque chose de pas très. On en a plein ici. Mais comme je te le disais avant l'émission, ça marche. Hors Bien antenne. sûr. Bien sûr. Pour en avoir encore deux, personnellement, dans mon bureau professionnel, on fait tourner des VM dessus, des machines virtuelles, c'est-à-dire quand même des choses qui sont bien gourmandes en mémoire. Pour peu que tu aies acheté les configurations avec un SSD, que tu aies mis le maximum de mémoire vive, si tu n'as pas besoin de puissance brute de calcul, ça reste au bout de 4 ans des super machines. C'est vrai, mais acheter un Mac Mini... Aujourd'hui, c'est un peu... c'est un non-sens. Hein. En fait, le Mac Mini avait été vendu, entre guillemets, et Guillaume aurait peut-être pu m'arrêter s'il avait été présent, mais je pense qu'il sera assez d'accord. Notamment dans l'optique de faire des petits Mac Mini serveurs, entre autres. C'est-à-dire d'avoir des petites boîtes non rackables, certes, mais qui prennent très peu de place et qui peuvent assurer des services de serveurs. On trouve des racks pour les Mac Mini. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Et après, tu peux trouver les fameux petites racks. Mais bon, c'est toujours comme ça avec Apple. Dans l'écosystème Apple, Apple sera produit, et s'il y a un manque, une demande, tu retrouves tout de suite un prestataire qui va te proposer quelque chose pour pallier ce manque. Teddy, Audrey, est-ce que vous pensez que le jour du Mac Mini est enfin arrivé ? Ah bah moi je l'espère vraiment, parce que pour le coup ça fait quand même plusieurs keynotes où on attend des nouveautés de ce côté-là, parce qu'on l'a dit, je crois que le dernier refresh c'était 2014, donc là c'est bon, ça fait 4 ans, et à un moment donné quand même il faudrait faire quelque chose. Donc ça serait bienvenu que ce soit mardi. Audrey, est-ce que tu l'attends toi parce que tu penses que c'est devenu anormal, ou est-ce que tu l'attends parce que tu en aurais besoin ? Oui, par exemple, moi, typiquement, j'en aurais besoin puisque j'utilise un MacBook Pro relié à un écran 4K, mais je suis en train de me dire que si un nouveau Mac Mini, ça serait vraiment l'idéal d'avoir de pouvoir continuer à utiliser mon écran. De toute façon, il y a toujours des gens, même au niveau des graphistes, qui ont des besoins très spécifiques en termes d'écran, et avoir un Mac sur lequel on peut brancher l'écran de son choix, je pense que c'est le minimum qu'Apple pourrait faire. Pour tous les utilisateurs et pour pas mal de créatifs notamment. Alors, moi j'ai pas trop fouillé les rumeurs, mais comme ça à chaud, je pense qu'on va peut-être avoir un nouveau design, quelque chose d'un peu plus fin. Ça pourrait être déjà une bonne chose. Quand on compare l'Apple TV aujourd'hui et le Mac Mini, on se demande si le Mac Mini pourrait pas se retrouver au format de l'Apple TV quelque part. Ça serait pas mal, et puis surtout peu de choses près, hein. Oui, et puis surtout des connectiques modernes, l'USB-C tout simplement. Voilà, c'est la question. Techniquement, je pense que c'est faisable en plus. Hein, donc, c'est la question de Mohamed, Mohamed 91 000 qu'on salue, qui nous demande USB-C. Ça me semble moi assez évident, non ? Ça serait la logique la plus certaine. Et encore USB-C, pourquoi pas le Thunderbolt 3 sur le Mac Mini ? Ça serait carrément génial, mais bon. Ouais, on est vraiment dans l'USB-C. Alors on va dire que c'est le même connecteur, mais derrière c'est pas la même, c'est pas le même design, et il n'y a pas la même puissance, mais c'est le même connecteur, c'est la même prise. Oui. Oui. Je sèche. Hein, sur le MacBook, c'est typiquement ce qui se passe. On a l'impression d'avoir des ports Thunderbolt 3, mais en fait non, c'est juste de l'USB-C. Peut-être que le Mac Mini, ça sera le premier Mac avec un processeur made in Apple. Alors ça, Alors ça, ce serait big. Ça serait très big, du lourd, ça. Quand Benjamin, tu disais le Mac Mini pourrait ressembler à l'Apple TV, je me suis dit, s'ils nous font un Mac avec... aussi petit qu'un iPhone, je veux dire, on en est presque là maintenant, même au niveau du stockage et tout ça, on a plus de stockage sur nos iPhones que sur nos Mac, presque. C'est ça. Oui, c'est clair. On pourrait vraiment imaginer un Mac Mini 100% conçu par Apple, même utiliser les mêmes processeurs que dans les iPhones, les iPads. Ouais, justement, Frédéric Cavaillé sur Twitter avec le hashtag iWeekTV nous dit les futurs Mac auront leur propre puce. Plus d'Intel à partir de 2020, dit-il. Ça pourrait arriver avant. Je pense que 2020, c'est une marge de sécurité pour Apple. Je pense que oui, effectivement, s'ils peuvent le faire plus tôt, ils le feront. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact, justement, prenons cette hypothèse, le Mac Mini est
c'est même pas une mise à jour, il est complètement revu mardi prochain, et ça devient le premier Mac à tourner sur un processeur Apple. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Est-ce que ça peut avoir une conséquence déjà au niveau du prix? Oui, je pense plus en termes de maîtrise de la production de la puce. Ouais. Parce que Apple est quand même bien tributaire d'Intel à l'heure actuelle. Ils ont de très bons accords commerciaux, donc ils arrivent à avoir les puces en premier. Mais on sait qu'actuellement, il y a quelques petits problèmes de production chez Intel sur certains types de puces. Pour peu que ça arrive un jour à Apple, après Apple est un petit peu peut être un petit peu ennuyé pour avoir une production saine. Ouais. Donc ça, c'est la première conséquence, je pense, pour Apple. La deuxième conséquence, c'est la maîtrise totale sur la puce elle-même, c'est-à-dire de l'optimiser en vue de son propre logiciel système et d'en tirer tous les avantages et tous les bénéfices. Là, c'est de l'optimisation. C'est de l'optimisation par rapport à macOS. Tout à fait. Comment tu vois ça, Teddy, toi, cette bascule vers un processeur purement Apple? Tu penses que ça peut arriver la semaine prochaine? Alors, je ne sais pas si ça peut arriver la semaine prochaine, j'aimerais bien. Après, c'est vrai que c'est une bascule qui leur a plutôt bien réussi au niveau de l'iPhone. Il faut quand même voir le travail considérable qu'a réussi à faire Apple ces dernières années à ce niveau-là, puisqu'ils ont réussi à se hisser au même niveau, voire même surpasser des spécialistes comme Qualcomm, qui sont quand même des gens installés depuis très très longtemps. C'est leur métier, quoi. C'est leur métier, quoi. Et donc Apple a débarqué là et aujourd'hui fait aussi bien, voire mieux qu'eux. Donc s'ils arrivent à réitérer ça dans le monde des ordinateurs, moi je signe des deux mains, quoi. Ouais. Il faut quand même se souvenir qu'il y a pas si longtemps, si quand même, ça commence un peu à dater. Apple les Mac tournaient sur des PowerPC. Oui. Apple a quitté cette architecture pour venir chez Intel. Et là, on ferait quelque part un peu le mouvement inverse. Enfin, sauf que là, Apple aurait la maîtrise totale du processeur, ce qui n'était pas le cas à l'époque du PowerPC. C'était Motorola. C'était Motorola. Voilà. Donc là, Apple vient vraiment son propre prestataire de produits, quoi. Il maîtrise tout de A à Z. Bon, si vous deviez donner un indice de confiance sur le nouveau Mac Mini mardi prochain, sur 10, Fred? Sur 10? Ouais, je dirais plutôt 2. 2 sur 10? Non, je plaisante. Sors tout de suite. Au revoir. Écoutez, j'étais très ravi de passer ce soir. Salut. J'en sais strictement rien, c'est ça. Je ne peux pas te dire. Ce serait un rêve formidable. Ouais. Allez, soyons fous, 8 sur 10. 8 sur 10? Allez, Teddy? J'aurais dit aussi 8 sur 10, j'ai envie d'être optimiste. Audrey? Pareil. 8 sur 10? On y croit. Ouais, combien vous mettriez, vous, comme indice de confiance sur le nouveau Mac Mini annoncé mardi prochain à Brooklyn? Ce qui est sûr, c'est que vous le saurez en même temps que nous, puisqu'on sera ensemble dès 15h30 mardi sur Watch pour vivre cette keynote ensemble, en intégralité et en direct. Et il va se passer des choses sans doute très très intéressantes. Je regarde vos tweets. Alors, vous réagissez sur le sujet de l'ultra portable. Alain Massé est d'accord avec toi, Audrey, puisqu'il dit que tu as raison. Il voit bien un MacBook Air boosté avec un écran Retina. J'espère moi qu'on restera sur un design type MacBook Air. J'aimais vraiment ce design. Et un tarif MacBook Air aussi. Et un tarif MacBook Air. Voilà. Si, ça serait bien, oui. Ouais. Tarif MacBook Air, ça veut dire de part et d'autre des 1000 €, quoi. Ouais. Pas beaucoup plus. Ouais. Voilà. Ceci dit, après, faut rester raisonnable. Comme toujours, si tu veux vraiment avoir quelque chose de bien puissant, tu dois rajouter des options et là, tac, ça facture. Alors, une question intéressante à propos des nouveaux iPad Pro, que Jean-Christophe attend fébrilement, je le sais, et qu'on embrasse. JJTR nous demande alors sur le nouvel iPad Pro, Lightning ou USB-C? Parce que c'est un autre enjeu et une autre rumeur assez insistante. S'ils ne l'ont pas changé sur les iPhones... Ouais, Lightning. Ouais, Lightning aussi pour moi, oui. Tu penses? Ouais. Ouais, je suis d'accord, je pense pas que... Vous pensez que le changement arrivera peut-être d'abord sur l'iPhone? Ouais, généralement, sauf erreur de ma part, ça arrive souvent depuis l'iPhone. Qu'est-ce que tu en penses, toi, JJTR, qui est sur Twitter et qui nous pose la question? Est-ce que tu penses que les prochains iPad Pro annoncés certainement mardi seront en USB-C ou en Lightning? Ben voilà, iWeek TV pour nous dire ça.
Jérôme Derdermotus, il est là lui aussi. Il nous dit « J'attends surtout l'iPad Pro. Côté Mac, j'attends l'iMac. » Alors, iMac aussi un petit refresh, mardi prochain. Un petit refresh, ne serait-ce qu'au niveau de la carte mère. Pas de changement de design. Franchement, avec l'introduction de l'iMac Pro, qui était quand même assez récente, je les vois quand même pas changer tout de suite le design. Pourquoi ça donnerait un coup de vieux à l'iMac Pro, c'est ça? Peut-être. Teddy, t'en penses quoi? Ouais, non, je pense pas non plus que ça bouge beaucoup. Enfin, au niveau de l'iMac, je pense pas que ce soit le design qui sera bougé. À mon avis, ce sera plus un refresh effectivement sur le plan technique, mais le design, j'y crois pas trop. Ce qu'on appelle dans le jargon un peu des spécialistes un speed bump. Speed bump, oui. Voilà, c'est ça, un speed bump. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut améliorer sur l'iMac actuel? Bon, Guillaume va nous parler du disque dur du 21 pouces 5. Ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Clair, oui. C'est pas compliqué. Et on est d'accord avec lui. À part ça, la hauteur de l'écran réglable, ça serait bien. Moi, j'ai vraiment envie, parce qu'en fait, quand on regarde les iMac aujourd'hui, au niveau esthétique, il n'y a rien de plus épuré, puisqu'en fait, c'est quasiment juste un écran. Il n'y a que le pied qu'on voit, mais qui est encore très fin. Mais par contre, si un jour ils refont quand ils feront un nouveau design pour l'iMac, ça serait vraiment bien qu'on puisse régler la hauteur de l'écran. Franchement, ça manque quand même. Ouais. J'y crois pas trop, moi, ça me semble un peu compliqué d'un point de vue mécanique. Il faudrait mettre un bras, tu sais, comme le Luxio. Exactement, l'iMac tournesol à l'époque. Tournesol, comme ça. Hein. Mais à part ça, un pied coulissant, ça me semble, je sais pas, je vois pas trop le truc. Shinji, Shinji, indice de confiance pour le Mac Mini, 0 sur 10. J'y crois plus, nous dit-il. Et Shinji, il faut faire quelque chose pour lui. Hein. Shinji, tu vas prendre des vitamines tout de suite. Ça va très bien se passer, tu vas voir. Et mardi prochain, il va se passer plein de choses. 0 sur 10, c'est là, il faut c'est le plan hors sec. Il peut qu'être agréablement surpris, du coup. Mohamed, lui, met 5 sur 10. C'est bien, c'est la moyenne. Un petit 5 sur 10, voilà. Au moins comme ça, dans les deux cas de figure, il est bien. Ouais, mais 5 sur 10, ça veut dire... C'est soit l'un, soit l'autre. Ça veut dire qu'il peut ne pas se passer de choses dont on a envie. Voilà, ce qui serait fort dommageable. C'est ce que je te dis, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Non, mais c'est une bonne... Moi, je crois que je vais zapper les tweets qui donnent des mauvaises notes. C'est la note parfaite. Je vais être complètement impartial. Non, mais il a mis la note parfaite. Ils vont me porter la poisse. Non, mais Bon, non, sérieusement. Moi, j'essaie. Alors, Stéphane Hightech, lui, il évite le problème, il ne donne pas sa note. Donc, je peux lire son tweet. Il nous dit le prix des nouveaux Mac Mini devrait être plus abordable que le reste de la gamme Mac. Oui, bien sûr. Ça a toujours été le cas, en fait. Ça a toujours été le cas. Donc, j'espère effectivement que si un nouveau Mac Mini, il restera le plus abordable de la gamme Mac. Ouais, parce que sinon, un Mac sans écran plus cher qu'un Mac avec écran... C'est ça. Il y a un moment donné, ça va devenir compliqué à justifier. Ça. Vous allez encore dire que je radote. Non. Mais, comme toujours, si tu rajoutes des options... Tac, ça revient aussi cher que les autres. C'est ça. C'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de clavier et pas d'écran au départ. Voilà, oui. C'était pour faire un Mac moins cher aussi. C'est très bien d'avoir un entrée de gamme. Il y a plein de gens qui ont juste besoin d'un Mac pour mais je suis tout à fait faire du mail et Internet. Donc, il faut quand même qu'ils aient des entrées de gamme abordables au niveau prix. Ouais. Bien sûr. Alain Massé, il prend un risque. Indice Mac Mini 5. Bon, non, il prend pas de risque en fait. En revanche, MacBook Air 8. Ah. C'est un peu comme pour ce soir, le match entre le PSG et Naples, match nul. C'est ça. Voilà. Comme ça, moi, t'es tranquille. Bon, donne pas les scores parce que ça n'a pas commencé. Je les ai pas encore vus. Bon, c'est bon. Donc, indice 8 pour le MacBook Air, c'est pas mal ça. Ça veut dire que vous pensez quand même de manière un peu plus confiante que la gamme des ultra portables va évoluer, mais pas forcément le Mac Mini. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui serait... On battrait un nouveau record. Ce qui serait idéal, c'est un nouveau design, c'est-à-dire beaucoup plus fin, encore plus épuré, qui épouse le design actuel des autres Mac. Hein. Quand tu prends l'iMac Pro ou quand tu prends le MacBook Pro, donc plus épuré, plus fin, avec une connectique beaucoup plus moderne de ce qu'on a à l'heure actuelle.
Oui, mais clairement, sur le Keynote lui-même, il va y avoir 2 grands axes, l'iPad Pro et la rencontre entre le MacBook Air et le MacBook. Ouais, mais ça ne laisse pas de place au Mac Mini ou à l'iMac, c'est ça qui m'embête. Ça leur laisse peu de place. Et je vois moins le lien avec le design de l'invitation. D'autant plus, ça m'embête. Ouais, mais d'autant plus qu'il y a aussi pas mal d'autres choses à mettre en avant. Notamment, ils viennent de lancer l'iPhone XR. Il a besoin d'un petit coup, tu vois, de remettre un petit coup commercial dessus, quoi. Oh mais non, je suis pas d'accord avec toi, c'est bon. Si, tu verras. Ah non, l'iPhone XR, il fait partie du passé déjà. Ça y est, il sort. On risque d'en entendre parler quand même en début de conférence. Ah, j'y crois pas. Tu verras. Si, peut-être il y aura un chiffre. Peut-être. Oui, voilà, si les chiffres sont très bons, il y aura peut-être un chiffre. Oui, non, je dis pas qu'il va faire tout le Keynote sur l'iPhone, non, mais... Bon, oui, ce sera une il reste 2 minutes. Louis me dit qu'il reste 2 minutes, donc on va aller à l'essentiel. Donc Mehdi, que je salue, nous dit indice de confiance à 10 pour un nouveau MacBook Air. Alors 10 là c'est Mehdi, s'il n'y a pas de MacBook Air, ce sera ta tournée avec modération évidemment. Mais voilà. Jérôme derrière Motus nous dit sur l'iMac 5K, il faut absolument que le SSD soit de base. Parce que le Fusion Drive, c'est plus possible en 2018. Il n'y a pas tort. Non, il n'a pas tort. Il n'y a pas tort. Le Fusion Drive, c'était un peu la techno de transition, c'est vrai. Maintenant que le SSD se démocratise vraiment, ouais. Et rappelant qu'Apple fait parmi les meilleurs SSD du marché. Absolument, absolument. Et Petit Kiki, parce que c'est bien de terminer par Petit Kiki, nous dit « Ce que j'attends, c'est le blocage hardware sur tous les Macs. Ce sera super quand on ne pourra plus changer le moindre composant sans demander la validation d'Apple. C'est pas le cas. J'aime bien finir sur cette note d'espoir qui nous fait. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, rien n'est soudé sur les portables d'Apple. Donc oui, non, il y a encore de l'espoir. C'est ça. Bon, écoutez, en tout cas, ça nous promet une après-midi rock'n'roll, pas seulement parce qu'il sera 4 heures et que ça va tous nous compliquer la vie. On espère que vous serez au rendez-vous mardi prochain. On prendra l'antenne dès 15h30 comme d'habitude et on sera ensemble jusqu'à ce que ça se termine. Vous n'allez rien rater. Donc mardi 15h30, cette keynote à Brooklyn, à New York. On espère les nouveaux iPad Pro, le nouveau MacBook, le nouveau Mac Mini, de nouveaux iMac. Non, des iMac rafraîchis. Si tout va bien. Oui. Ouais, on va dire ça. Et peut-être le AirPower, si on est gentil. Si on est sage. C'est un grand mystère, le AirPower. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous de ce numéro d'iWeek. Les programmes continuent sur Watch. Bonne soirée à tous. Salut. Salut Benjamin. Salut.